Parfois, je ris de moi-même quand j'y pense. J'ai plus de 100 ans et je garde encore dans mon placard des choses dont je n'ai en réalité plus besoin. Parmi elles, il y a une paire de chaussures que j'ai fabriquées il y a des décennies, au début des années 80. Le cuir est toujours beau et les coutures sont intactes, mais mes pieds sont maintenant si enflés que je ne peux même plus les enfiler. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que je continue à les garder? La réponse est simple, la plupart d'entre nous ont du mal à se séparer de ce qu'ils ont accumulé au fil du temps. Aujourd'hui, je veux te parler de plusieurs choses qu'il serait sage de vendre, de donner ou simplement de laisser derrière soi, avant d'atteindre une certaine étape de la vie. Je ne parle pas d'objets ayant une valeur sentimentale, comme une collection spéciale ou la vaisselle familiale. Je parle de ces choses qui, sans que nous nous en rendions compte, finissent par dominer notre temps, notre argent et notre énergie. Avec les années, j'ai appris beaucoup de ces leçons trop tard, et c'est pourquoi je veux les partager maintenant. Peut-être pourras-tu ainsi éviter certaines des erreurs que j'ai commises. L'une des plus importantes concerne la maison dans laquelle nous vivons. Avec le temps, beaucoup de personnes restent dans des logements trop grands pour leur vie actuelle. Je me souviens d'un vieil ami qui a passé des décennies à travailler dans la construction. Il avait une grande maison où il avait élevé ses enfants. Plusieurs chambres, un sous-sol aménagé et une cour arrière avec un arbre qu'il avait lui-même planté dans les années 60. Cet endroit était rempli de souvenirs familiaux. Cependant, lorsqu'il a atteint un âge avancé, il n'utilisait plus que 3 espaces de toute la maison, la cuisine, la chambre et la salle de bain. Le reste des pièces restait vide, couvert de poussière et de souvenirs auxquels il ne pouvait plus accéder facilement, car monter les escaliers lui devenait douloureux. Ses enfants lui suggéraient de déménager dans un endroit plus petit et plus proche d'eux, mais il avait l'impression qu'abandonner cette maison serait comme laisser derrière lui son histoire. Ce qui s'est finalement produit fut triste. Une chute dans les escaliers a tout changé. Il a passé sa dernière année dans une résidence de soins, et la maison est restée vide pendant longtemps, générant des dépenses jusqu'à ce que sa famille doive la vendre après son départ. La leçon est simple. Une maison est faite de bois, de briques et de murs. Les souvenirs que tu y as vécus ne sont pas enfermés dans le bâtiment. Ces moments vivent en toi et voyagent avec toi où que tu ailles. J'ai appris quelque chose de similaire lorsque mon atelier a brûlé il y a de nombreuses années. En une seule nuit, des décennies de travail ont disparu. Outils, matériaux et chaussures que j'avais fabriqués de mes propres mains. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais construit avait été perdu. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Le feu a pu détruire les objets, mais il n'a pas pu effacer ce que mon père m'avait appris. La manière de travailler le cuir, la patience pour perfectionner chaque détail et la fierté de terminer une bonne paire de chaussures. Ces connaissances et ces souvenirs ne pouvaient pas brûler. C'est pourquoi si aujourd'hui tu vis dans une maison trop grande, que tu paies de l'entretien pour des espaces que tu utilises à peine et que tu t'occupes d'un jardin qui devient chaque année plus difficile à entretenir, il est peut-être temps d'envisager un changement. Réduire la taille de ton logement ne signifie pas abandonner ton passé. Au contraire, cela peut être une façon de mieux prendre soin de ton présent et de profiter plus pleinement du temps qu'il te reste. Une autre chose que beaucoup de personnes devraient reconsidérer est le besoin constant de résoudre les problèmes de leurs enfants adultes. Je sais que ce sujet peut mettre certains mal à l'aise, mais il vaut la peine d'y réfléchir. Mon fils travaille encore avec la même énergie qu'autrefois. À son âge, il exerce toujours le droit et s'efforce comme il le faisait lorsqu'il était jeune, ce qu'il a clairement hérité de moi. Cependant, lorsqu'il avait un peu plus de 30 ans, il est venu me voir très inquiet. Il avait pris de mauvaises décisions financières et était couvert de dettes. Il avait peur et avait besoin d'aide de toute urgence. Sans trop réfléchir, je lui ai donné l'argent qu'il m'a demandé. Je ne lui ai même pas demandé d'explication. C'était mon fils et, en tant que père, j'ai senti que je devais le soutenir. Le problème, c'est que cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Quelques années plus tard, il s'est retrouvé de nouveau en difficulté et est revenu vers moi. Puis, avec le temps, cela s'est reproduit. Sans m'en rendre compte, je lui apprenais qu'il y aurait toujours quelqu'un pour résoudre ses problèmes à sa place. C'est ma femme Gloria qui m'a ouvert les yeux. Elle avait une manière très particulière de parler. Calme, directe, avec un regard qui t'obligeait à prêter attention. Un jour, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié.
Elle m'a expliqué qu'en continuant à le sauver, je ne l'aidais pas vraiment, mais que je l'empêchais d'apprendre à se débrouiller seul. Elle m'a rappelé que mon fils était un homme adulte, avec l'éducation et la capacité nécessaire pour affronter ses propres défis. Cette conversation a eu lieu dans les années 90. Peu de temps après, j'ai parlé avec lui en toute sincérité. Je lui ai dit que je l'aimais profondément, mais que ce serait la dernière fois que je l'aiderais financièrement de cette manière. S'il rencontrait de nouveau un problème, il devrait le résoudre par lui-même. Pendant plusieurs mois, il n'a pas voulu me parler, ce qui a été difficile pour nous deux. Cependant, quelque chose a changé à partir de ce moment-là. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent. Avec les années, il m'a même remercié pour cette décision, en disant que cela avait été l'une des meilleures choses que j'ai faites pour lui. C'est pourquoi je veux te proposer un petit exercice. Examine tes comptes et réfléchis à combien d'argent tu as donné à tes enfants adultes ces dernières années. Ensuite, demande-toi honnêtement si ce soutien les a aidés à grandir ou si, sans le vouloir, tu les as maintenus dépendants de toi. Il existe des prêts pour acheter une maison, pour étudier ou pour acquérir une voiture. Mais personne n'offre de prêt pour la retraite. Tes enfants ont le temps de se reconstruire et d'avancer. Toi, en revanche, tu vis une étape où chaque année compte plus que jamais. Une autre chose que beaucoup de personnes devraient reconsidérer avant de prendre leur retraite, ce sont les objets coûteux qui, avec le temps, deviennent un fardeau. Je me souviens d'une connaissance qui possédait un bateau impressionnant. Il était grand, élégant, et il en parlait comme de sa plus grande fierté. Il disait toujours que naviguer était la meilleure façon de se détendre. Cependant, lorsqu'on observait la réalité, le bateau ne quittait presque jamais le port. Peut-être l'utilisait-il quelques fois par an. Le reste du temps, il restait à la marina en générant des dépenses. Entretien, stockage, assurance et réparation constante. Il y avait toujours quelque chose à réparer ou à payer. Un jour, je lui ai demandé quand avait été la dernière fois qu'il était réellement sorti naviguer. Il a dû s'arrêter pour y réfléchir, et ce moment disait tout. Lorsque tu dois faire un effort pour te souvenir de la dernière fois où tu as profité de quelque chose qui te coûte de l'argent à entretenir, cela ne vaut probablement plus la peine de le garder. Finalement, il a décidé de le vendre. Ce ne fut pas une décision rapide. Il lui a fallu du temps. Mais ensuite, il m'a confié quelque chose d'intéressant. Il se sentait beaucoup plus tranquille. Il s'est rendu compte que ce bateau n'occupait pas seulement de l'espace, mais aussi son esprit. Les possessions ne sont pas simplement des objets immobiles. Chacune exige de l'attention, de l'entretien, de l'espace et des préoccupations. Tout ce que tu possèdes réclame une partie de ton temps et de ton énergie. Et lorsque la retraite arrive, la tranquillité d'esprit devient l'un des biens les plus précieux que l'on puisse avoir. C'est pourquoi, si tu as des choses que tu n'utilises presque plus, un véhicule de loisir que tu n'as utilisé que quelques fois, des outils rangés depuis des années, ou du matériel de loisir que tu as abandonné depuis longtemps, il vaut peut-être mieux t'en séparer. Quelqu'un d'autre pourra en profiter, et toi, tu pourras te libérer de ce poids, tout en tirant parti de l'argent que tu en obtiendras. Il y a aussi un autre point assez simple que beaucoup de couples négligent, la seconde voiture. Lorsque l'on ne travaille plus à l'extérieur et que l'on passe la plupart du temps ensemble, il est rare d'avoir besoin de 2 véhicules en même temps. Souvent, l'un d'eux reste stationné pendant des semaines sans bouger. Je connais un couple qui vivait exactement cette situation. Ils avaient 2 voitures, mais l'une restait si longtemps devant la maison que presque personne ne l'utilisait. Finalement, ils ont décidé de la vendre. Avec cet argent, ils ont fait quelque chose de bien plus précieux. Ils ont réalisé un voyage dont ils rêvaient depuis longtemps. Ils sont revenus avec des souvenirs incroyables qu'ils n'auraient jamais eus si la voiture était restée là, à prendre la poussière. Et il y a encore quelque chose dont presque personne ne parle lorsqu'il s'agit de la retraite. La nécessité de se détacher de l'identité que nous avons construite autour du travail. Lorsque j'ai finalement quitté mon atelier, après des décennies consacrées à mon métier, je pensais que ce serait un changement simple. Je croyais être prêt. J'avais des centres d'intérêt, des projets personnels et Gloria à mes côtés. Mais pendant les premiers mois, je me suis senti complètement désorienté. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été connu pour une seule chose, mon travail. Les gens m'identifiaient au métier que j'avais exercé pendant des décennies. Quand cela a disparu, j'ai dû redécouvrir qui j'étais en dehors de ce rôle. Pendant de nombreuses années,
Mon identité était totalement liée à mon travail. Les gens me connaissaient pour ce que je faisais, et moi-même je me définissais ainsi. Soudain, lorsque j'ai cessé de travailler, tout a changé. Je me réveillais le matin en me demandant quel était le but de la journée si l'atelier ne m'attendait plus. Un matin, Gloria m'a trouvé assis à la table avec une tasse de café, les larmes coulant en silence. Ce n'était pas un chagrin dramatique, juste cette tristesse tranquille qui apparaît quand on se sent perdu. Elle s'est assise en face de moi et m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Qui étais-je maintenant, que le travail ne faisait plus partie de ma vie? Et la vérité, c'est que je n'ai pas su quoi répondre. À cet âge, après tant d'années de travail, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais demandé qui j'étais au-delà de mon métier. Ce fut un moment à la fois inconfortable et révélateur. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important que chacun devrait apprendre avant de prendre sa retraite. Le travail que nous faisons ne définit pas entièrement qui nous sommes. C'est simplement une activité que nous exerçons pendant une étape de la vie. Si une personne fonde toute son identité sur sa profession, le jour où elle cesse de l'exercer, elle peut se sentir vide, comme si elle avait perdu une partie essentielle d'elle-même. C'est pourquoi il est si important de commencer à découvrir d'autres aspects de sa vie bien avant la retraite. Des centres d'intérêt, des passions, des relations, des activités qui ne sont pas liées au travail. Ces dimensions de soi ont besoin de temps pour se développer. Lorsqu'on les cultive à l'avance, la fin de la vie professionnelle ne se ressent pas comme une perte, mais comme le début d'une nouvelle étape. Mais il existe aussi des choses que l'on ne peut ni vendre ni donner comme de simples objets. Ce sont des fardeaux émotionnels qui pèsent bien plus que n'importe quelle possession. Pendant près de 30 ans, je n'ai pas parlé à mon beau-frère Marco. Le plus ironique, c'est qu'aujourd'hui, je ne me souviens même plus clairement de la raison de cette dispute. À l'époque, cela semblait énorme, un conflit qui paraissait justifier la distance. Avec les années, cette raison s'est estompée, mais le silence, lui, a continué. Lorsque Marco est décédé, je l'ai appris par ma sœur. Les funérailles avaient déjà eu lieu. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir, ni de demander pardon, ni même de prononcer un dernier mot. C'est alors que j'ai compris le véritable coût de garder du ressentiment pendant si longtemps. Ce ressentiment n'a pas seulement affecté ma relation avec lui. Il a aussi abîmé ma relation avec ma sœur, qui s'est toujours sentie prise entre nous deux, et avec mes neveux que je n'ai pratiquement pas connus. 30 ans a porté quelque chose dont, au final, je ne me souviens même plus clairement pourquoi cela avait commencé. C'est pourquoi il y a quelque chose qui vaut la peine d'être fait le plus tôt possible. Penser à ces personnes avec lesquelles le contact s'est perdu à cause de l'orgueil ou d'une vieille dispute. Se demander si cela vaut vraiment la peine de continuer à porter ce poids. Bien souvent, la réponse est évidente. Parfois, un simple appel, un message ou une lettre suffit pour commencer à réparer ce qui a été brisé. L'orgueil est souvent l'une des choses les plus coûteuses qu'une personne puisse conserver, et il offre rarement quelque chose en retour. Un autre fardeau invisible que beaucoup de personnes devraient abandonner est la peur constante du regard des autres. Quand je me suis marié avec Gloria, j'étais déjà un homme âgé. Notre relation a suscité des commentaires dans le voisinage, et tout le monde ne l'a pas accepté facilement. Il y a eu des critiques, des regards gênés et des conversations dans notre dos. Même certains membres de ma propre famille ont eu du mal à le comprendre. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. La vie est trop courte pour être vécue en essayant de plaire à l'opinion de ceux qui ne partagent ni ton chemin ni tes sentiments. Alors j'ai pris la main de Gloria et nous avons continué notre vie sans prêter attention au bruit autour de nous. Elle avait une phrase qu'elle répétait souvent et qui m'a toujours fait réfléchir. Elle disait que les personnes vraiment importantes ne se préoccupent pas de ces choses et que celles qui s'en préoccupent trop ont rarement un rôle important dans ta vie. Avec le temps, j'ai compris qu'elle avait raison. La plus grande liberté arrive lorsque l'on cesse de vivre dans l'attente de l'approbation des autres et que l'on commence à vivre selon ce qui donne réellement du sens à sa vie. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. La plupart des personnes ne sont pas aussi attentives à ta vie que tu l'imagines. Chacun est occupé à penser à ses propres problèmes, à ses propres préoccupations et à la façon dont les autres le perçoivent. Pendant que tu t'inquiètes de ce qu'ils pourraient penser de toi, eux sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre image. C'est pourquoi cela n'a aucun sens de vivre en essayant d'impressionner un public qui, en réalité, ne regarde même pas. Le mieux que tu puisses faire est de vivre de manière authentique. Aime les personnes que tu aimes vraiment.
Essaie de nouvelles choses même si tu n'es pas parfait. Porte ces vêtements que tu aimes même s'ils sont un peu différents et profite des moments sans trop penser à l'opinion des autres. Les critiques des inconnus n'ont pas de valeur réelle et ceux qui tiennent vraiment à toi veulent simplement te voir heureux. Une autre leçon importante que j'ai apprise avec le temps concerne le besoin de tout contrôler. Pendant des années, j'ai essayé de diriger chaque aspect de la vie de ma fille. J'avais des opinions sur la manière dont elle devait élever ses enfants, sur les décisions qu'elle devait prendre et même sur ce que les enfants devaient voir ou faire. Un jour, elle m'a parlé avec beaucoup de clarté. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle avait besoin d'espace pour prendre ses propres décisions et apprendre de ses propres erreurs. Ces paroles n'ont pas été faciles à entendre. Une partie de moi voulait la protéger de toute erreur ou difficulté. Mais avec le temps, j'ai compris que vouloir contrôler la vie des autres n'est pas une forme d'amour, c'est une forme d'imposition. Avec les années, j'ai compris quelque chose que je continue encore à me rappeler. On peut offrir des conseils, partager son expérience et exprimer son inquiétude, mais on ne peut pas vivre la vie à la place de quelqu'un d'autre. Chacun doit suivre son propre chemin, faire des erreurs et en tirer des leçons. Quand on essaie de trop contrôler, on ne fait que créer de la distance avec ceux que l'on aime. J'ai aussi dû apprendre à me libérer d'un autre fardeau inutile, le perfectionnisme. Pendant des décennies, j'ai fabriqué des chaussures avec une grande dévotion. C'étaient des pièces de grande qualité qui pouvaient durer de nombreuses années. Pourtant, même dans mes meilleurs travaux, je trouvais toujours de petits détails qui ne me semblaient pas parfaits. Une couture légèrement de travers ou une différence minime dans le cuir pouvait rester dans mon esprit pendant des années. Il y a eu des nuits où je me souvenais de travaux réalisés des décennies auparavant et où je pensais à ces petites imperfections que, en réalité, personne d'autre ne remarquerait jamais. Avec le temps, j'ai compris à quel point il était absurde de porter cette préoccupation. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Faire quelque chose avec des imperfections est bien mieux que ne rien faire par peur de se tromper. Mon père disait souvent que l'important n'était pas qu'une chaussure soit impeccable, mais qu'elle remplisse son rôle, qu'elle soit résistante, confortable et qu'elle permette à la personne de continuer à marcher. Cette idée s'applique à de nombreux aspects de la vie. L'important est d'avancer, de bouger, d'apprendre en chemin. Attendre la perfection est souvent simplement une manière élégante de cacher la peur. Et il y a une dernière chose que beaucoup de gens devraient laisser derrière eux, l'habitude de tout remettre à un jour. Pendant des années, j'ai eu une liste mentale de choses que je voulais faire plus tard. Je pensais qu'un jour je retournerais visiter les lieux de mon enfance, que j'apprendrais de nouvelles compétences ou que j'aurais le temps d'écrire mes souvenirs et de les partager avec ma famille. Le problème, c'est que un jour est une promesse trompeuse. Elle semble offrir un temps illimité, mais en réalité, elle peut devenir un voleur silencieux qui repousse la vie encore et encore. Je ne suis jamais retourné à Naples. Je n'ai pas non plus appris à jouer du piano comme je l'avais toujours dit. Les recettes familiales que j'avais promis d'écrire restent encore uniquement dans ma mémoire. Et même si j'ai finalement dit à mon fils Enzo à quel point j'étais fier de lui, ces mots sont arrivés trop tard. J'avais 93 ans et lui en avait déjà 67. Je me souviens parfaitement de ce moment. Un homme de 67 ans, avec toute une vie derrière lui, pleurant en entendant pour la première fois de son père quelque chose qu'il avait attendu pendant des décennies. Cette scène m'a amené à me poser une question qui me pèse encore aujourd'hui. Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour le dire? Cette question n'est pas seulement la mienne. Beaucoup d'entre nous repoussent des choses importantes à plus tard. Nous reportons des paroles, des décisions, des rêves ou des expériences en pensant qu'il y aura toujours une autre occasion. Si je pouvais te donner un conseil pratique dès maintenant, ce serait celui-ci. Prends une feuille de papier et écris 3 choses que tu as remises à un jour. Peut-être un voyage que tu as toujours voulu faire, une conversation en attente avec quelqu'un d'important, un projet personnel ou même un simple appel téléphonique. Quand tu auras terminé la liste, fais encore une chose. Efface les mots « un jour » et remplace-les par « ce mois-ci ». Pas l'année prochaine, pas quand tout sera parfait, mais ce mois-ci même. La raison est très simple. Ce fameux « un jour » n'apparaît sur aucun calendrier. C'est une idée confortable que nous utilisons pour nous convaincre que le temps sera toujours disponible plus tard. Mais la réalité est différente. La seule chose qui existe vraiment,
c'est le moment présent. Au cours de ma vie, j'ai dû dire adieu à de nombreuses personnes que j'aimais profondément. Des membres de ma famille, des amis et des compagnons de route. À chaque départ, j'ai compris quelque chose avec une clarté grandissante. Les erreurs que nous commettons peuvent faire mal, mais ce qui pèse le plus avec le temps, ce sont les choses que nous n'avons jamais faites parce que nous pensions avoir encore beaucoup de temps. La vérité, c'est que le temps n'est jamais aussi abondant que nous l'imaginons. C'est pourquoi il vaut la peine de simplifier sa vie et de laisser derrière soi ce qui ne fait qu'occuper de l'espace ou consommer de l'énergie inutilement. Il existe beaucoup de choses qui, même si elles ne sont pas toujours des objets physiques, finissent par réduire notre liberté. Parfois, c'est une maison trop grande qui ne correspond plus à la vie actuelle. D'autres fois, c'est l'habitude de résoudre constamment les problèmes d'enfants adultes qui doivent apprendre à marcher seuls. Il y a aussi les objets coûteux que nous achetons avec enthousiasme et que nous utilisons à peine, ou même cette deuxième voiture qui passe plus de temps à l'arrêt qu'en mouvement. Mais il existe aussi des fardeaux plus profonds. Le ressentiment que nous gardons pendant des années, la peur constante de ce que les autres pourraient penser, le besoin de tout contrôler, ou le perfectionnisme qui nous paralyse avant même de commencer quelque chose de nouveau. Et bien sûr, il y a ce mot trompeur, un jour. Toutes ces choses peuvent sembler petites prises séparément, mais ensemble, elles finissent par réduire notre vie au lieu de l'élargir. Je me souviens de quelque chose que Gloria m'a dit lorsqu'elle était déjà très âgée et sentait que son temps approchait de la fin. Elle a pris ma main et m'a demandé une promesse très simple, que je n'arrête pas de rire. Elle m'a dit de continuer à chercher des moments de joie, de vivre avec légèreté autant que possible. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que passer le temps qu'il nous reste enfermés dans l'amertume n'a aucun sens. Si tu y réfléchis bien, c'est aussi un fardeau qu'il vaut mieux laisser derrière soi, l'amertume. La garder coûte trop cher et ne rapporte absolument rien. Récemment, j'ai appris une autre leçon inattendue à ce sujet. C'est grâce à mon arrière-petite-fille Sophia. Elle n'avait que 5 ans lorsqu'elle est venue me rendre visite dans mon petit appartement. Elle a regardé autour d'elle avec curiosité. L'espace était simple. Quelques photos, un fauteuil confortable où je passe la majeure partie de mon temps, quelques livres que je relis sans cesse et une couverture que Gloria avait tricotée des années auparavant. Après avoir tout observé, Sophia m'a posé une question qui m'a fait sourire. Où étaient toutes mes affaires? Je lui ai répondu que ce qu'elle voyait représentait pratiquement tout ce que je possédais. Elle a alors froncé les sourcils, réfléchi un instant, puis m'a demandé où je gardais mes trésors. Pour elle, comme pour beaucoup d'enfants, les trésors étaient des objets, quelque chose de brillant, de spécial, que l'on peut garder dans une boîte. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui semblait simple, mais qui était en réalité profondément important. Les véritables trésors de la vie sont rarement des objets. Alors j'ai pris Sophia et je l'ai assise avec moi, du mieux que peut le faire quelqu'un sur les genoux d'un homme aussi âgé. Puis je lui ai demandé si elle voulait savoir où se trouvaient mes vrais trésors. Elle a hoché la tête avec curiosité. Je lui ai caressé la tête et je lui ai expliqué qu'elle était elle-même l'un de mes plus grands trésors. L'était aussi sa mère, les souvenirs que je garde, les histoires que j'ai vécues et même les petits moments du quotidien, comme la façon dont la lumière du soleil entre chaque matin par la fenêtre. Même le simple fait de pouvoir marcher, penser clairement ou encore rire est pour moi un cadeau inestimable. Elle m'a regardé avec un peu de confusion. À 5 ans, elle est encore trop jeune pour comprendre pleinement ces mots. Mais je suis certain qu'un jour, elle les comprendra. Et j'espère qu'elle arrivera à cette conclusion bien avant d'avoir plus de 100 ans. Avec le temps, elle découvrira que les possessions matérielles ne sont pas les véritables trésors. Ce qui a vraiment de la valeur, ce sont les personnes que nous aimons, les moments que nous vivons, les expériences que nous partageons et les souvenirs que nous construisons. Tout le reste, si l'on y réfléchit bien, finit souvent par n'être qu'un poids supplémentaire dans la vie. Lorsque tu atteins un âge avancé, il y a une vérité qui devient impossible à ignorer. Rien de matériel ne peut t'accompagner à la fin du chemin. Ni les maisons, ni les voitures, ni les objets coûteux, ni l'argent accumulé. Rien de tout cela ne voyage avec toi. La seule chose qui demeure, ce sont les souvenirs que tu as créés et l'empreinte que tu as laissée dans les personnes qui ont fait partie de ta vie. C'est le véritable inventaire qui reste à la fin. C'est pourquoi il vaut la peine de se poser une question chaque fois que nous nous accrochons trop à quelque chose de matériel.
Est-ce que cela apporte réellement de la valeur à ma vie? Est-ce que cela m'aide à créer des souvenirs ou à renforcer des relations? Ou est-ce que cela complique simplement mon existence? Si la réponse est que cela ne fait qu'ajouter des complications, il est peut-être temps de laisser partir. Peu importe si tu décides de vendre, de donner ou d'offrir, l'important est de te libérer de ce qui n'apporte plus rien de positif. Et il y a quelque chose de curieux que beaucoup de personnes découvrent seulement après l'avoir vécu. Lorsque tu commences à te défaire de ces fardeaux, tu ne te sens pas plus pauvre. En réalité, c'est le contraire. Tu te sens plus léger, plus apaisé et beaucoup plus libre. C'est comme si tu avais marché pendant des années avec les poches pleines de pierres et que soudain quelqu'un te disait que tu peux les laisser tomber. Mon père avait l'habitude de dire une phrase que je n'ai pas complètement comprise pendant longtemps. Il disait que si quelque chose peut être porté sans difficulté, alors ce n'est probablement pas trop lourd. Mais si cela commence à t'écraser, cela signifie que cela dépasse ce que tu devrais porter. Il m'a fallu des décennies pour vraiment comprendre ces mots. La clé est de ne pas attendre que le poids devienne insupportable pour décider de le lâcher. Si quelque chose commence à se transformer en fardeau dans ta vie, fais-y attention et agis avant qu'il ne soit trop tard. Au fil des années, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont passé leurs derniers jours entourées d'objets, mais profondément seules. Des maisons remplies de meubles dont personne n'avait besoin, des garages pleins d'outils qui n'étaient plus utilisés et des armoires pleines de vêtements qui ne seraient jamais portés à nouveau. Après leur départ, ce sont leurs familles qui ont dû faire face à la tâche de vider ces espaces, de vendre ce qu'elles pouvaient et de jeter le reste. Toute une vie d'accumulation est devenue un fardeau pour ceux qui restaient. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux commencer à simplifier sa vie tant que nous sommes encore là pour le faire. Un bon début peut être quelque chose de très simple. Choisir une boîte et la remplir avec des choses dont tu n'as plus besoin. Les donner, les offrir ou les vendre. Puis répéter le processus une autre semaine, puis encore une fois plus tard. Petit à petit, ta vie commencera à changer. Tu n'auras pas nécessairement moins de valeur dans ta vie, mais moins de poids inutiles. Et en même temps, plus d'espace pour ce qui compte vraiment. De cette façon, lorsque le moment final arrivera, car il arrive pour tous, les personnes que tu aimes n'auront pas à passer des heures à examiner des piles d'objets en essayant de décider quoi en faire. À la fin de la vie, ce que tu souhaites vraiment laisser derrière toi, ce ne sont pas des objets ni des possessions. Ce qui compte, c'est que les personnes qui t'ont aimé puissent un jour se réunir et se souvenir de toi avec un sourire. Qu'elles parlent de ta façon de rire, des histoires que tu racontais et de l'affection que tu leur as donnée. Ce sont ces souvenirs qui constituent le véritable héritage qui demeure lorsque tout le reste disparaît. C'est pourquoi cela vaut la peine de faire quelque chose dès maintenant. Appelle quelqu'un que tu aimes. Dis ces mots que tu gardes depuis trop longtemps. Planifie ce voyage que tu as toujours voulu faire. Et cette conversation en attente. Si tu dois demander pardon, fais-le. Et si quelqu'un a besoin de l'entendre de ta part, offre aussi ton pardon. L'important est de ne pas continuer à remettre à plus tard. Après plus d'un siècle de vie, je peux te dire une chose avec une certitude absolue. Un jour est l'une des plus grandes illusions que nous nous racontons. C'est une manière confortable de retarder des décisions importantes en supposant que le temps sera toujours disponible plus tard. La réalité est bien différente. Chaque matin où je me réveille, je le fais avec gratitude, car je sais que je ne peux pas tenir pour acquis qu'il y en aura beaucoup d'autres. Peut-être me reste-t-il des mois, peut-être des jours. Personne ne le sait vraiment. Mais ce que je sais avec certitude, c'est ceci. Je ne remets plus rien d'important à plus tard. Je ne garde pas la joie pour un autre moment, et je ne porte plus de ressentiment ni de peur qui n'apportent rien à ma vie. J'essaie de vivre pleinement le jour que j'ai devant moi. C'est l'attitude que nous devrions tous adopter bien avant d'atteindre un âge avancé. N'attends pas d'avoir plus de 100 ans pour comprendre ces choses. Commence dès maintenant. Prends des décisions, agis et profite du temps que tu as. L'horloge continue d'avancer pour tout le monde, sans exception. Alors lâche ce qui t'alourdit. Libère-toi de ce qui n'apporte plus de valeur à ta vie. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Puis vis le temps qui t'est donné avec légèreté, avec moins de charges inutiles et avec le cœur rempli d'expérience et d'affection. C'est cela, au fond, le véritable secret. Maintenant avance et vis ta vie.